Alors, bonjour à tous et bienvenue à Y voir clair autour du monde. Aujourd'hui, nous faisons escale en Belgique. Alors, situé au cœur, je l'explique quand même, mais les gens savent probablement c'est où la Belgique, mais situé au cœur de l'Europe, la Belgique compte environ 12 millions d'habitants et il y a plus de 236 000 personnes qui y vivent avec une déficience visuelle. Notre invité habite à Bruxelles. Mais son histoire va nous mener aussi en France, où il a habité, où tout a basculé aussi au moment où il a réalisé qu'il y avait une déficience visuelle et où il réalisait aussi son rêve de devenir comédien. Jérôme Goy, justement, est comédien, auteur, metteur en scène, professeur de théâtre et conférencier. Au moment où il entreprend sa formation professionnelle en théâtre à Paris, Jérôme apprend qu'il est atteint de rétinite pigmentaire. Le diagnostic est souvent un choc, c'est le cas pour lui. Il va même songer à abandonner son rêve de devenir comédien, mais finalement choisir de poursuivre sa route. Il va adapter sa façon de travailler, écrire ses propres pièces, mettre en scène des spectacles, enseigner le théâtre et s'impliquer aujourd'hui auprès de l'organisme EQLA. On pourra y revenir afin de sensibiliser le public à la réalité des personnes aveugles et malvoyantes. Alors, dans quelques instants, Jérôme Goy va nous raconter son parcours. Il va nous parler de son diagnostic, de sa carrière artistique, de sa nouvelle vie en Belgique et des défis que rencontrent les gens qui vivent avec une déficience visuelle en Belgique. On va découvrir également comment la culture, l'accessibilité et la sensibilisation contribuent à rendre la société belge plus inclusive. Alors, je suis Nathalie Barrette, je suis voyante et depuis plusieurs années, je cherche à mieux comprendre le quotidien des personnes aveugles et malvoyantes. Et je suis Bianca Lucier, malvoyante et spécialiste en réadaptation en déficience visuelle. Bienvenue à Y voir clair. Salut Bianca, comment vas-tu? Ça va très, très bien. Oui. Écoute, Bianca, avant de parler avec notre invité, j'aimerais revenir sur une rencontre que tu as faite tout récemment ici au Québec. Tu as eu l'occasion d'échanger avec deux spécialistes belges qui sont, tu m'as dit, Pierre Muraille et Vincent Léoné. Mm-hmm. Et qui sont ces deux experts-là, Bianca? En fait, oui, je dirais que c'est peut-être l'année dernière. Le temps passe tellement. En fait, c'est peut-être il y a 2 ans. Mais ça fait pas si longtemps. C'est tout récemment. C'est ça. En fait, récemment, c'est un concept qui devient, de plus on vieillit, de plus en plus flou. Exactement. Mais en fait, les deux travaillent pour une organisation qui s'appelle le CRET, C-R-E-T-H, donc qui est un centre de ressources et d'évaluation des technologies pour les personnes en situation de handicap. Donc, on va parler de déficience visuelle, mais aussi de différents handicaps, que ce soit physique, cognitif, etc. Donc, eux, ils se spécialisent dans l'évaluation, mais aussi le faire connaître, si on veut, les technologies. Puis, eux avaient un projet, Pierre et Vincent, entre autres, de faire connaître les revues d'écran. Donc, les revues d'écran, en fait, ce sont des logiciels ou des fonctionnalités intégrées à un système d'exploitation. Là, c'est un peu technique, là, mais quelque chose qui vient avec le Windows ou avec un système en Mac, par exemple, puis qui va permettre aux personnes qui ont une déficience visuelle d'avoir accès de façon sonore à tout ce qui est écrit et tout ce qu'il y a sur l'écran. Fait que les revues d'écran, depuis quelques années, il y en a des gratuites. Avant, il fallait se les procurer, puis c'est assez coûteux. Mais maintenant, on a des revues d'écran, comme les personnes qui sont plus familières avec la déficience visuelle vont connaître le lecteur d'écran JAWS, comme Job Access with Speech, c'est ce que ça veut dire. C'est une revue d'écran qui était payante. Mais maintenant, on a encore JAWS que certaines personnes peuvent utiliser, mais il y a aussi le NVDA, qui est son acronyme, ça veut dire Non-Visual Desktop Access. Donc, c'est un logiciel qui va permettre, en fait, d'utiliser l'ordinateur sans la vue. Fait que pour en revenir au CRET, c'est que eux font des capsules vidéo disponibles sur le web pour permettre aux gens de partout dans le monde d'apprendre à utiliser ces outils gratuits. Donc, il y a le NVDA dont je vous parlais, il y a le narrateur qui est des fonctions vocales intégrées au système Windows et il y a le VoiceOver sur les ordinateurs Mac. Et qu'eux, ils ont parcouru le monde, Pierre et Vincent, pour enregistrer des utilisateurs qui utilisent ces revues d'écran-là, justement, pour donner des petits trucs
trucs de comment les utiliser, des petites formations rapides, là, des petits clips vidéo, si on veut. Fait que moi, je les ai rencontrés, puis j'ai parlé avec eux du narrateur et aussi de NVIDIA. Fait que c'est dans ce contexte-là que j'ai collaboré avec le CRET. Ouais. Puis le site Internet du CRET, justement, renferme une foule d'informations sur les technologies, mais est-ce qu'une personne qui vit au Québec avec une déficience visuelle gagnerait à consulter ce site? Ben oui, en fait, parce que n'importe qui, dans le fond, qui a une déficience visuelle, qui veut utiliser ses oreilles là, pour compenser, peut avoir accès à ça. Ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. Je dirais, le plus les personnes qui ont une déficience visuelle ont d'outils dans leur sac, le mieux c'est. Alors, c'en est un parmi tous les autres. Merci, Bianca. Eh bien, justement, on va aller rejoindre notre invité. Bonjour, Jérôme. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous deux. J'espère que ça va bien. Auditeurs. Il est tard chez vous en ce moment. Jérôme, j'aimerais... passé, oui. Ouais. Alors, j'aimerais qu'on remonte un peu dans le temps, Jérôme. Vous êtes né dans quelle ville en France et vous avez grandi dans cette ville-là? Ou vous avez déménagé à quelques reprises, je pense? Je suis né à Clermont-Ferrand, on va dire au centre de la France, en Auvergne. J'ai grandi, j'ai fait toute ma jeunesse là-bas, en Auvergne. J'adore ma région natale. Et ensuite, je suis parti une fois jeune adulte travailler dans les clubs vacances où j'ai tourné tout autour de la France dans différentes marques de clubs vacances pour pas les citer. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. OK. Et dans le cadre de ces clubs vacances, j'ai appris à monter sur scène, j'ai appris à faire du spectacle. Et en 2004, j'ai décidé de faire ce métier, le métier du spectacle. Je voulais devenir comédien et je suis parti à Paris faire des études de théâtre. Je voulais vraiment faire du théâtre. Et donc, je suis arrivé à Paris avec un one-man show que j'avais écrit en Auvergne, persuadé que tout le monde allait m'adorer une fois arrivé à Je me vois déjà en haut de l'affiche, ça me fait penser. Exactement. Comme dit la chanson, on retombe. Hein, c'est une réalité. Non, mais c'est une réalité. C'est très bien, c'est très formateur d'ailleurs. Ouais. C'est très formateur. Et puis un jour, j'ai eu vraiment une magnifique opportunité, c'est de rencontrer un producteur de spectacle dans une soirée à qui je dis écoute, moi j'ai un spectacle, j'ai un one man, je joue, mais j'arrive pas à remplir, j'ai quelques personnes tous les soirs, mais je perds de l'argent, je vois pas ce qui va pas en fait. Et tout le monde me dit c'est génial ce que je fais, mais personne me dit ce qui va pas pour que je puisse m'améliorer. Et il m'a dit je vais venir à la seule condition c'est que tu acceptes la critique. Je lui ai dit c'est ce que j'attends de toi. C'est précieux de la critique constructive. Exactement. Ouais. Et il est venu me voir et il m'a dit écoute, tu écris très bien. Par contre, là, en face de moi, j'ai un animateur du style Club Med sur scène. J'ai pas un comédien. Tu n'as pas. Il faut que tu prennes des cours. Faut vraiment que tu prennes des cours de théâtre. Et de là, je suis rentré en école de théâtre et je suis tombé dans le théâtre et je ne suis jamais retourné au one man show. Je suis resté dans le théâtre. Voilà. Et donc, je suis comédien professionnel depuis 2012. Quand je suis sorti de mon école. Vous aviez quel âge, Jérôme? C'est pas indiscret quand vous êtes retourné à l'école de théâtre? J'avais 31 ans. OK. Oui, je travaillais pour payer mes études, je travaillais même pour jouer. Quand je suis arrivé à Paris, la première chose, c'est de trouver un boulot et de travailler pour pouvoir payer le loyer, pour pouvoir jouer. Mon but, c'était de jouer. Ouais. Et même après, quand je suis rentré en école de théâtre, le but, c'était de pouvoir payer mes cours. Donc voilà, je travaillais tous les matins dans une grande marque de surgelés, très, très, très connue. Et l'après-midi, donc je faisais l'ouverture du magasin, je travaillais jusqu'à midi et ensuite je partais à l'école de théâtre pour faire mes cours toute l'après-midi. Voilà. Et pendant toutes ces années-là, Jérôme, votre vision a commencé à changer à un moment donné. À quel âge vous avez remarqué les premiers symptômes? Alors, les premiers symptômes, je me suis posé la question puis qu'on en a discuté. Je les ai eus vraiment, j'ai commencé à ressentir des problèmes pour conduire la nuit entre 2001 et 2002. Fait qu'à ce moment-là, parce que là, j'essaie de situer le lien, vous aviez quel âge environ?
C'est difficile, bien alors. Qui révèle votre âge, soit dit en passant. On va dire que je devais avoir 25 ans. 25 ans, OK. Les 25 ans. Et où là, vraiment, j'ai commencé la nuit à me dire, mais c'est pas possible, je vois rien la nuit, quoi. Je conduis, j'ai peur de conduire parce que, bon, j'avais le permis voiture et moto, mais conduire la nuit était une trouille complète, j'ose le dire, vraiment la trouille. Pour donner une anecdote, un soir en plein hiver, je devais retrouver des collègues pour une soirée. Je suis parti à 16h pour ne pas rouler tant qu'il fait nuit. Je suis arrivé sur le lieu à 17h et j'ai attendu jusqu'à 19h30 que tout le monde arrive pour la soirée. Ah oui, dans ma voiture, 2 heures d'avance. Parce que 2h30. tellement j'avais peur de conduire la nuit et j'avais dans ma voiture, j'avais un sac de couchage et un oreiller. Et après la soirée, je dormais dans la voiture pour être sûr de reconduire que quand il faisait jour. J'en étais arrivé à ce point-là. Vraiment, c'était mais sans savoir. C'était flippant. Sans savoir que c'est une déficience visuelle à ce moment-là. Absolument pas. À chaque fois, on m'a dit, vous êtes très myope, toute votre famille, ils sont tous très myopes. C'est normal, les myopes, ils voient pas la nuit. On m'a toujours dit ça. Après avoir passé des examens, Jérôme? Même non, après à l'époque, avoir passé... j'avais juste des lunettes, des lentilles, j'avais pas de... On cherchait pas une maladie à l'époque, on cherchait... on vous a dit c'est standard, on voit moins bien dans le noir quand on est myope. Exactement, tous les ophtalmos m'ont dit la même chose, donc quand tous vous disent la même chose, vous cherchez pas plus loin. Mais un jour, les médecins ont finalement posé un diagnostic de rétinite pigmentaire. Quand on a regardé dans vos yeux, c'est ça. Exactement. En fait, un jour, je suis allé voir un ophtalmo pour juste refaire mes lentilles. Et je redis encore que la nuit, je vois rien, que ça devient compliqué, que je tombe. Et je dis cette phrase, je dis, vous savez, mon téléphone, je le pose sur une table noire. Je ne le retrouve plus. Le contraste. Je ne le vois pas sur la table, je ne sais pas où il est. Et là, l'ophtalmo, qui était une remplaçante de mon ophtalmo habituel, et qui, vu son âge, devait être toute jeune à débuter, a dû se dire, je vais éviter de laisser passer quelque chose. Elle m'a envoyé à l'hôpital pour faire des analyses. Et là, voilà, vraiment après une journée entière d'analyse, de tests, parce qu'on a cherché si c'était le nerf optique, si c'était la rétine, on a vraiment fait une batterie de tests, pardon. Et on m'a dit, voilà, le soir même, voilà, monsieur Goua, vous avez une rétinopathie pigmentaire, vous allez devenir aveugle. Voici l'adresse du 15-20 à Paris. Merci de les contacter. Bonne journée. Ils vous ont fini ça comme ça? Comme ça. Devant les secrétaires, on m'a appelé, on m'a donné le papier en main propre. Au revoir, monsieur. On vous a pas dit comment ça allait se passer, quand, à quoi vous attendre? Absolument pas. Okay. Absolument pas. On m'a juste dit, vous allez devenir aveugle. Voilà le numéro des 15-20 à Paris. C'est les plus spécialisés. Vous les contactez. Bonne journée. Voilà, c'est tout. Puis qu'est-ce que c'était, les 15-20? Est-ce que c'est un centre de réadaptation? Alors, le 15-20, c'est le plus grand hôpital ophtalmologique de Paris et voire peut-être de France. C'est vraiment un hôpital très très réputé pour ça et il s'appelle 15-20, je sais plus pourquoi, il y a une raison historique. Et donc c'est l'hôpital des 15-20 qui en France est très connu pour tout ce qui est problème de vue. OK. Bianca, on en a souvent parlé, mais explique-moi, une rétinite pigmentaire, est-ce que tous les gens perdent complètement la vue? OK. En fait, une rétinite pigmentaire, normalement, ce que ça fait, c'est que les premiers symptômes, c'est avoir de la difficulté à voir le soir, comme Jérôme l'explique. Après, puis Jérôme, dites-moi si ça correspond à ce que je dis à ce que vous vivez. Après, parfois, c'est de la difficulté à avoir les cadres de porte, les choses sur les côtés, les marches, les dénivellations, les choses comme ça dans les déplacements. Oui, tout ce qui est la profondeur des marches, par exemple. Oui. Parce que dans le fond... Je vois bien qu'il y a des marches, mais la profondeur... À savoir à quel point elles vont être hautes ou pas. Parce que dans le fond, la rétinite pigmentaire, ça va s'attaquer
aux cellules de la rétine, aux photorécepteurs. Puis dans les premières étapes, ce sont les bâtonnets qui sont responsables de la vision du soir et sont plus situés sur les côtés. Puis quand la maladie va progresser, ça peut atteindre aussi les cônes qui sont plus au centre. Donc là, la vision va être le champ visuel va être plus petit, puis l'acuité peut diminuer. Mais la vitesse à laquelle la maladie progresse est très variable. Il y a plusieurs gènes responsables. Puis moi, j'ai déjà vu dans mon travail des personnes âgées qui ont la rétinite qui voient encore, puis d'autres très jeunes qui l'ont perdu. Fait que le pronostic, c'est-à-dire l'évolution à travers le temps, elle varie beaucoup. Je ne sais pas, de votre côté, Jérôme, votre vision aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Ben justement, par rapport à ce que vous dites, quand je suis allé au 15-20, et là, ils sont vraiment spécialisés et surtout, ils savent parler aux patients. Ce qui est important. Hein? Oui, non, mais c'est vrai que c'est très important. La première chose qu'ils m'ont dit, ils ont refait une batterie de tests pour vérifier les résultats. Et ils m'ont dit directement, oui, c'est un risque. Mais est-ce que c'est dans 5 ans? Est-ce que c'est dans 20 ans? Est-ce que c'est dans 50 ans? On ne le sait pas. On peut juste vous dire, il y a des moyennes, vous en êtes là, mais on ne peut pas vous dire plus. Et au moins, ça m'a confirmé la spécialiste que j'ai eue qui m'a dit, vous avez le risque de rester comme ça toute votre vie, le risque que ça s'accélère très vite, ou le risque que ça arrive, mais tout doucement, et ça se trouve dans 30 ans, vous serez là. Voilà, et j'ai la chance, j'avoue, d'avoir une version lente. Jusqu'à maintenant, entre mes 32 ans où j'ai été diagnostiqué et mes 50 ans aujourd'hui, alors j'ai perdu l'œil droit. L'œil droit ne voit vraiment quasiment... Enfin, je considère qu'il est aveugle, même s'il voit les lumières... et les taches un peu de couleur, mais c'est tout. Sinon, l'œil gauche, c'est celui qui me sert encore et qui voit encore. Il est considéré comme malvoyant. Il est à moins de 20 degrés de champ de vision pour 3/10 d'acuité. Oui, nous, on utilise une mesure différente de l'acuité au Québec. Donc, celle avec les dixièmes, je suis un petit peu moins familière, mais je comprends que autant... Est-ce que vous arrivez à lire? Tu sais, pour donner une image peut-être aux personnes qui nous écoutent, est-ce que vous voyez encore des caractères? Alors, je peux lire en contraste inversé sur un écran écrit en blanc sur fond noir. Oui. Et je peux arriver à lire avec une taille de caractère à peu près entre 20-21 à peu près. OK. Fait que votre vision est quand même fonctionnelle. Voilà, c'est ça. OK. Voilà, mais c'est compliqué parce qu'il faut que ce soit sur un ordinateur, il faut que ce soit... J'utilise beaucoup plus l'audio que la lecture. La lecture, je vais vraiment l'utiliser pour des petits cas. Mais la première chose qu'on m'a bien dit avec cette maladie, c'est qu'elle était sensible à la fatigue, que la fatigue pouvait faire qu'elle s'accélère. Si on fatigue son œil, l'œil il résiste moins et il va accélérer, la maladie va accélérer. Donc on m'a bien dit, voilà, maintenant que vous savez utiliser l'audio, si vous pouvez éviter de forcer sur vos yeux, évitez de forcer sur vos yeux. Donc j'essaye tant que possible, mais il y a des fois j'ai encore des réflexes de voyant et des fois je force pour regarder et pour lire, quoi. Je suis sûre que l'audio vous permet d'aller rapidement et vous savez, moi je lis les questions pour vous et j'ai des lettres blanches sur un fond noir. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. La même chose. C'est très pratique le contraste inversé. Jérôme, quand vous avez appris ou vous avez reçu le diagnostic, vous avez jamais mis vos rêves de côté. C'est-à-dire que quand vous avez reçu le diagnostic, vous étiez déjà étudiant en théâtre. J'ai été diagnostiqué. Alors, j'ai regardé les dates pour à peu près me remettre tout ça en tête. Oui. Je suis rentré le lundi à l'école de théâtre en 2e année. Donc, j'avais déjà passé ma première année. Malgré mes soucis, j'avais continué ma première année. Et la 2e année, j'ai été diagnostiqué le mardi. Je suis rentré le lundi en 2e année et le mardi matin, j'étais à l'hôpital. J'avais annoncé au professeur que je pourrais pas être là de la journée et à mon boulot aussi. Je suis allé à l'hôpital, j'ai passé une partie de la journée à l'hôpital et en fait, j'aurais pu retourner à l'école. Après, je suis ressorti un peu plus tôt de l'hôpital. Mais j'étais tellement déprimé de la nouvelle que je suis resté chez moi. Et je suis retourné... donc le mercredi, j'avais pas cours. Et donc je suis retourné à mes cours le jeudi. Et j'ai eu presque 48 heures pour réfléchir. Et j'avais pris la décision de tout arrêter parce que je n'allais pas payer des cours pour un métier que je ne pourrais pas faire vu que j'allais devenir aveugle. Parce que j'étais vraiment sur ce mot qu'on m'avait dit. J'avais pas encore vu les 15-20.
Et en fait, c'est le professeur, le Frédéric Jacot, je le remercie. On va le nommer encore. parce que vous le remerciez encore à ce jour. Hein? Ah oui, mais je le remercierai tous les jours. Il a changé, enfin, il m'a sauvé. Je le dis, je suis même pas sûr qu'il s'en rende compte de ce qu'il a fait. Ah ouais, Mais hein. en fait, je suis arrivé, je sortais du boulot, donc je suis arrivé à l'école en avance. Il me voit et il me dit, oh, t'as pas l'air d'aller bien. Je fais, bon, pas top, faut que je te parle. Et il me dit, bah viens, on va boire un café vu qu'on a un peu d'avance, on va boire un café. Et là, il me dit, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Bah, je fais, écoute, on vient de m'annoncer que j'allais devenir aveugle. Oh. Je pense que je vais arrêter mes études, ça sert à rien. Et là, il a réfléchi pendant quelques secondes, puis il me fait, mais c'est aveugle quand? C'est demain ou c'est plus tard? Je sais pas. Pour l'instant, on m'a dit d'aller voir un spécialiste. Donc pour l'instant, c'est compliqué, mais je continue. Ah bah ça tombe bien parce que les troisième années, ils font un spectacle, il manque quelqu'un. J'avais pensé à toi. Oh. Et en fait, je me suis retrouvé tous les matins, j'allais au boulot. L'après-midi, j'allais en cours. Le soir, je répétais ou je jouais avec les troisième années. Et en fait, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Et pendant un an, je n'ai pas eu le temps de déprimer, je n'ai pas eu le temps de me dire mais merde, je suis en train de devenir aveugle. J'ai pas eu le temps. Il fallait apprendre ses textes, il fallait apprendre les cours, il fallait apprendre le spectacle des troisième années. J'ai pas eu le temps. Est-ce que c'est une bonne chose? Et en fait, il m'a sauvé la vie. Ouais, le fait de il m'a pas sauvé, pouvoir... j'aurais déprimé. Ouais, c'est ça. C'est comme un mécanisme de défense, tu sais. Mais c'est intéressant. Ah, mais on dit souvent qu'on se noie dans le travail, de se noyer dans le travail, c'est une façon de lever la tête de l'eau, mais je l'ai pas fait. Enfin, c'est lui qui. C'est la vie qui a apporté ce mécanisme-là. En fait, le seul jour où j'étais chez moi, c'était le dimanche. C'était le seul jour où j'étais sans travail, sans école, et encore j'apprenais souvent mes textes. Ouais. Et j'étais pris aussi par faire le ménage de l'appartement, les obligations, les obligations. Et résultat, le lundi matin, je reprenais la vie de la semaine non-stop. Et grâce à lui, je le dirais, je suis vraiment pas sûr qu'il se rende compte de ce qu'il a fait ce jour-là, mais grâce à lui, je suis pas tombé en dépression, je suis pas. Et j'ai fini mes études et je suis comédien professionnel. Bon, j'avoue, je joue moins maintenant avec mon handicap, ça devient vraiment beaucoup plus compliqué. Mais j'ai joué dans des super spectacles. J'ai eu l'occasion de jouer dans une pièce qui s'appelle Un petit jeu sans conséquences de Jandel et Gérald Sibéras. C'est une pièce qui a eu 5 Molières à sa création. Jouer un texte comme ça, enfin voilà, voilà, merci à lui. Merci à lui. Mais Jérôme, vous avez réussi, terminé vos études, mais j'imagine que, comme vous disiez tantôt, vous deviez reposer vos yeux. De quelle façon vous appreniez vos textes quand vous avez travaillé? Est-ce que vous aviez une technologie adaptée à cet apprentissage-là? Comment vous avez traversé toutes ces années de folie-là? À l'époque, pas du tout, puisque je n'avais pas encore fait ma rééducation, je ne connaissais aucune technique, à part augmenter les caractères sur l'ordinateur. Je ne savais rien faire, je n'avais pas de contraste inversé, je ne savais même pas ce que c'était. Je n'avais aucune technique. Ah ouais. Par contre, j'apprenais mes textes, j'essayais de les dire et de les enregistrer, et je les apprenais plutôt en audio plutôt que de forcer sur mes yeux sur du papier tout le temps. Le lire une fois et après écouter l'enregistrement. C'est une bonne stratégie. Voilà, même si c'était pas lu super bien, l'avantage c'est que ça me permettait d'éviter de forcer sur mes yeux tout le temps. Ça, c'est parce que j'avais remarqué que je me mettais à pleurer si je lisais trop longtemps, si je lisais... ça a été une période un peu compliquée jusqu'à ma rééducation de trouver des techniques, alors que j'en ai eu certaines qui ont été très mauvaises. On m'a dit après que c'était absolument pas ce qu'il fallait faire, mais je ne savais pas. Donc voilà, c'est... Bianca, on a déjà abordé la réalité des personnes vivant avec une déficience visuelle qui vivent en France, mais dans le cas de Jérôme, je pense que c'est un passage obligé parce que son parcours professionnel s'est construit là-bas, notamment à Paris, Jérôme. Mais j'aimerais ça quand même qu'on parle de comment se vit une déficience visuelle en France, notamment à Paris, la grande ville. Vous avez commencé votre carrière justement dans le milieu du théâtre. Est-ce que les gens étaient ouverts à la différence? Est-ce que vous avez eu l'impression de devoir constamment prouver que vous étiez capable de faire votre travail? Alors, en fait, tout a changé à partir du moment où j'ai eu ma première canne.
Ah oui. C'est là où vraiment le regard des gens a pu changer. Ouais. Parce que tant que je n'avais pas de canne, c'était invisible. Je faisais évidemment tout pour le cacher. Il faut être réaliste à l'époque. À l'époque, je ne l'acceptais pas du tout. Jusqu'à ce que j'ai une canne, je ne l'acceptais pas. Il a vraiment fallu que je passe à la canne pour tout d'un coup me dire, OK, il faut que je le dise aux gens. Enfin, il faut que je le... La canne le dit. Que je le montre. Ouais, c'est ça. Il faut qu'à un moment, les gens comprennent, quoi. Mais avant ma canne, j'avais encore vraiment beaucoup de mal. Quand je disais, je voyais mal, on me disait, change de lunettes. Voilà, c'était la phrase que je recevais constamment. Quand on me la sort pas encore maintenant. Mais, ça arrive. Mais comme quoi ça change pas. La canne m'a aidé, mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai eu la canne, le regard a beaucoup changé. Faire des castings, arriver à un casting sans canne et arriver à un casting avec une canne, c'est pas du tout la même chose. Même si vous dites non mais c'est juste pour me déplacer dans la rue pour pas tomber une fois sur scène, j'en ai pas besoin. Non, vous avez arrivé avec une canne. Ça y est, il y a un truc, vous avez une étiquette, un post-it sur la tête marqué danger, bigleux, ne pas s'approcher, quoi. Mais est-ce que d'un côté, parce que je sais que la canne rend le handicap invisible visible, mais est-ce que d'un autre côté, vous dites maintenant j'ai plus besoin d'expliquer tout? Est-ce qu'il y avait ça aussi? En fait, je crois que maintenant actuellement, j'ai passé le cap de devoir me expliquer. Je crois, je dis juste, déjà, j'ai une canne blanche, j'ai un chien guide. Je pense que c'est déjà ça exprime déjà pas mal. Et quand on me pose des questions, je dis, je suis malvoyant. Ou des fois, quand je veux même pas en parler, je dis juste, je suis quasiment aveugle. Ça suffit habituellement à ce que les gens ne cherchent pas plus loin, en fait. On vous cherche moins de lunettes, là. Ouais, non, mais c'est ça. C'est le mot aveugle, qu'il soit plus ou moins bien accepté par certains déficients visuels, c'est quand même un mot qui dit ce qu'il veut dire, et au moins c'est clair, net, précis. Il n'y a pas de... Voilà, je sais que c'est un mot qui est compliqué pour certaines personnes déficientes visuelles, mais moi je préfère dire aveugle, comme ça au moins c'est clair tout de suite. OK, on doit passer à la pause, Jérôme, mais juste avant, une question. On a parlé ensemble de la canne rose. La canne rose? Ah oui. Jaune. Jaune. Oui, en Belgique, il y a des cannes jaunes. En Belgique, oui, j'ai dit rose, mais c'est rose, jaune. Ça pourrait être bien, ça voir la vie en rose avec la canne rose. Mais donc, en Belgique, la canne jaune existe? Alors, plus maintenant. Ah non, plus maintenant. Elle existe en France. En France, c'est ça. Dans certains pays, il faudrait chercher sur Internet je sais plus, j'ai plus la liste en tête des pays. Pour les malvoyants. Dans quelques pays. Voilà, en fait, c'est une canne pour dire qu'on est juste malvoyant et qu'on n'a peut-être pas forcément besoin d'aide, qu'il faut juste faire attention à nous quand on arrive, quoi. Voilà, et puis ça, d'après ce que m'a expliqué ma rééducatrice quand j'ai fait ma rééducation de déficient visuel, c'est aussi une manière douce d'aller à la canne blanche, en fait. Oui, c'est intéressant, Jérôme. J'aimerais beaucoup qu'on y revienne, mais là, pour l'instant, on doit aller faire une courte pause et on revient avec la canne jaune après. Vous écoutez Ivoire Clair avec Bianca Lucier-Dalpé et Nathalie Barrette. Alors, nous sommes de retour à Ivoire Clair autour du monde. Je suis Nathalie Barrette. Et Bianca Lucier. Alors, on est en compagnie de Jérôme Goy, comédien, auteur, metteur en scène, conférencier et ambassadeur de la déficience visuelle. Nous parlions avant la pause de la fameuse canne. J'ai dit rose tantôt, je me suis trompée, là, mais c'est la canne jaune. Puis Bianca disait, on n'a pas ça au Québec, nous. On n'a pas ça au Québec. J'avais entendu parler, il y a longtemps, quand j'étais, il y a quelques années, avant même de travailler en réadaptation, j'avais entendu dire qu'en Belgique, c'est quelque chose comme un mythe, là, quasiment pour moi, j'avais entendu dire qu'il y avait une canne jaune. Puis moi, en tant que personne qui a une déficience visuelle, je trouvais ça intéressant parce que je me disais, ça montre que la personne a une déficience visuelle, mais pas nécessairement totale, parce que souvent, c'est peut-être une opinion que j'avais, mais je me disais souvent, quand on a une déficience visuelle, c'est une grosse étape, la canne blanche. C'est comme... Parce que les gens, ils vont penser
à la cécité. Mm-hmm. Fait que des fois, on voit, mais on n'est pas dans la cécité. Fait que c'est comme ce qui pose des fois un défi pour les gens qui sont malvoyants, c'est d'être soit perçu comme quelqu'un qui voit mieux ou comme quelqu'un qui voit pas. Puis la canne blanche est comme associée à la cécité. Fait que je me disais, la canne jaune, c'est un peu entre les deux. Mais je sais pas comment, vous l'avez utilisée, Jérôme, je sais pas comment vous l'avez vue, vous, la canne jaune, comment on vous l'a présentée, comment ça s'est passé pour vous, l'expérience de la canne jaune? Donc en fait, j'étais en rééducation et au moment d'apprendre la canne, on m'a fait tester plein de types de cannes différentes, des plus lourdes, des plus légères, des carbones, des alus, etc. Et on m'a montré, voilà, vous avez la canne blanche et la canne jaune. Et je me demande, mais c'est quoi? En fait, logiquement, la canne jaune, c'est pour les malvoyants et la canne blanche pour les personnes non-voyantes ou très malvoyantes. Et moi, je dis, j'étais à mes tout débuts je venais de faire ma rééducation, je débutais dans tout. J'ai dit, mais je veux la jaune alors, parce que je suis malvoyant, je veux pas la blanche pour dire que je suis aveugle, je suis malvoyant. Là, c'était mon étendard que je portais fièrement. Et voilà, j'ai appris la canne jaune. Et vous disiez juste avant que vous avez entendu parler de ça en Belgique. C'est la Belgique qui avait créé la canne jaune. Ça, on me l'a expliqué une fois que je suis arrivé en Belgique. Et c'est la Belgique qui avait lancé ce système. Et la canne jaune ne fonctionne que dans quelques pays parce qu'en fait, il faut qu'elle soit reconnue au niveau légal. Pour si jamais vous avez un accident, que vous avez bien montré que vous aviez un handicap, que voilà, c'est important. Et en fait, il y a pas mal de pays qui n'ont pas légiféré dessus parce que trop compliqué, les gens vont pas comprendre. Enfin voilà, donc. Elle n'est pas dans beaucoup de pays. Je l'ai eu pendant très longtemps. Puis quand il y a un peu plus de 3 ans, je suis arrivé en Belgique. Et on m'a gentiment dit oui, mais la canne jaune n'est plus reconnue. Il faut passer à la blanche. À la canne blanche. Voilà. Et j'ai acheté ma première canne blanche. Et question pour vous, Jérôme, parce que souvent il y a l'idée, ce qu'on m'a dit moi quand j'avais posé des questions pour la canne jaune, on m'avait dit les gens comprendraient pas. On prend la canne blanche parce que la jaune, il y a déjà beaucoup de confusion avec la canne blanche. Tu sais, ça rajoute beaucoup de complexité pour le public, là, tu sais, d'avoir à apprendre différentes nuances. Est-ce que vous avez l'impression que les gens comprenaient la canne jaune? Est-ce qu'on vous a fait des commentaires? Pourquoi? Comment ça se passait par rapport à la compréhension du grand public? On m'a demandé plusieurs fois, mais c'est pourquoi les jaunes votre canne? Et donc j'expliquais tout simplement, avec beaucoup de plaisir, même parce que je suis malvoyant, pas non-voyant. Ça permet d'expliquer aux gens. Voilà, j'ai toujours eu ce plaisir d'expliquer les choses comme ça, et donc j'ai essayé de faire ma petite, de moi-même me faire vendeur de canne jaune entre guillemets. et voilà, mais oui, on m'en a posé très souvent des questions. Mais ça a été positif pour vous, la canne jaune. Mais pour moi aussi, je pense que j'aurais dû passer la canne blanche tout de suite, ça aurait été encore plus compliqué. Je pense que ça aurait été encore plus compliqué. Déjà, je venais juste d'accepter que j'ai un handicap, que j'allais devenir aveugle, parce que je suis quand même resté là-dessus, même si on m'a édulcoré le résultat, je suis quand même resté là-dessus au départ. Et le fait de canne blanche tout de suite, j'aurais eu du mal en fait. Je pense que la canne jaune a été très pratique pour moi pour me laisser le temps de passer le cap. Elle a facilité la transition, c'est très intéressant. Ouais. Toi, Bianca, t'aurais aimé avoir la canne jaune? Moi, si ça avait été clair. C'est ça. Puis c'est difficile pour moi de me positionner. Je dois toujours faire la distinction entre Bianca, Lucie, puis mes opinions professionnelles, puis tout ça. Mais tu sais, moi, je vais utiliser la canne plutôt en voyage. Moi, j'ai la canne, je sais pas si elle existe en Belgique et en France, là, la canne d'identification. C'est celle qui a pas de boule au bout, mais qui sert à dire j'ai une déficience visuelle. Fait que c'est sûr que moi, je vais la prendre surtout en voyage où durant toute une journée, je suis en milieu non familier, je peux avoir moins connaître mes repères, puis des fois, elle peut aider pour voir la profondeur d'une marche, mais elle ne sert pas à détecter des obstacles. Fait que cette canne-là, elle ressemble un peu à la jaune dans le sens que les gens vont voir que j'ai un problème visuel, mais ils vont pas nécessairement penser que je suis en cécité parce que la canne, elle roule pas, tu sais. Fait que c'est peut-être ce qui s'en rapproche, mais il y a pas l'aspect de détecter les obstacles, tu sais. Mais ce que j'appréciais dans la jaune, c'est justement le fait de créer un peu... qu'est-ce qu'il y a exactement? Fait que je trouve que l'impression que ça me donne, c'est que ça crée un questionnement plus que...
la personne ne voit pas, puis là, il faut dire non, mais je vois. Tu sais, je trouve ça. Je trouve l'idée intéressante quand même. Je dois dire que je trouve l'idée intéressante. Mais moi aussi, j'ai beaucoup milité, vraiment beaucoup milité pour cette canne. Malheureusement, elle n'est pas. Voilà, tous les pays ne l'ont pas acceptée. Et tous les déficients visuels ne l'acceptent pas non plus. Certains ne veulent pas avoir de. J'ai vous voyez, je donne des cours de théâtre depuis 2017. Dans les cours de théâtre, j'ai une dame qui a une canne justement d'identification. Pour elle, c'est sa première étape. Voilà. C'est ça. Ça peut faire. Elle est contente de l'avoir parce que c'est une première étape. Tout comme moi, ça a été la canne jaune. Et comme j'ai un élève qui, la canne blanche, il était complètement bloqué. Et quand il m'a découvert avec ma canne jaune, il y a eu comme un déclic, un déclic en se disant mais en fait je suis peut-être pas obligé de passer la canne blanche et en fait je l'ai retrouvé il y a 2 ans, je l'ai recroisé il y a 2 ans et maintenant il a une canne blanche. Mais il a commencé par la canne jaune parce que il avait trouvé ça vachement bien en fait de se dire mais j'ai pas une canne blanche. Voilà. Tu sais, peut-être avant de changer d'aller sur un autre thème, ce que je me dis aussi c'est peut-être qu'éventuellement la population, s'il y a de plus en plus de sensibilisation, ils vont comprendre que la canne blanche est un symbole de déficience visuelle et non exclusivement de cécité. Peut-être que si c'était mieux connu dans la population générale qu'avoir une canne, ça veut dire j'ai des limitations visuelles et non, je ne vois pas du tout, ça rendrait ça plus facile aussi. Tu sais, il y aurait ça aussi peut-être à ajouter. Jérôme, vous avez... C'est pour ça que je fais de la sensibilisation justement aussi. C'est pour expliquer aux gens que être déficient visuel, ça ne veut pas dire être aveugle. C'est même rarement être aveugle. Il y a tellement plus de malvoyants qu'il n'y a de non-voyants et c'est bien de l'expliquer aux gens et en espérant que ça fasse boule de neige et que ça grandisse. C'est aussi ce qu'on essaie de faire avec notre série Balado Ivoire Clair, Bianca. Jérôme, vous avez choisi de quitter la France pour vous établir en Belgique, mais vous avez eu une adaptation et ça m'a surpris aussi quand on a parlé parce que vous me dites que c'est... Bon, moi je le sais, je suis allée, Bruxelles c'est beau, c'est une ville magnifique, mais c'est une vieille ville. Donc, côté accessibilité, c'est pas si simple. Très, très, très dur. Dans quel sens, surtout quand vous arrivez de Lyon, qui est une ville extrêmement bien faite pour le handicap, quel que soit le handicap. Vous arrivez dans une vieille ville comme Bruxelles, ou comme toute vieille ville évidemment, où c'est des vieux pavés au sol, où la canne se coince dans les pavés, où les feux tricolores ne parlent pas. Où, en fait, il faut reprendre les bases. Quand je suis arrivé à... Il n'y a pas de feu sonore à Bruxelles. Il y en a un petit peu à quelques endroits, mais c'est les anciens systèmes avec le tic, 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 tic. Il n'y a pas le... C'est pas les feux qui parlent, qui vous disent où est-ce qu'on est, quelle est la couleur du petit piéton, etc. Non, c'est pas du tout ça. Et il suffit qu'il y ait beaucoup de voitures et on n'entend pas le tic-tic du feu tricolore, donc c'est un peu compliqué. Et en fait, moi, je suis arrivé en Belgique il y a bientôt 8 ans. Pour au début des vacances, voilà, et en fait j'ai compris tout de suite que la Belgique, il fallait reprendre les bases que j'ai appris à la formation à la rééducation, c'est-à-dire apprendre à traverser en écoutant les voitures, apprendre à se repérer avec des repères le plus possible visuels, le maximum qu'on peut récupérer de repères visuels. Parce que il y a des lignes guides, il y a des choses bien, il y a des lignes guides partout, quasiment tous les passages protégés ont leur ligne guide. Est-ce que Nathalie, une ligne guide? Ouais. C'est quoi une ligne guide? Alors, ce sont des traits qui vous emmènent vers le passage protégé. Il y a beaucoup ça en Europe. Et qui vous permettent de traverser dans le bon sens le passage protégé pour arriver de l'autre côté au bon endroit, en fait. Ça se détecte sur le sol avec la canne. OK, ça se détecte avec la canne. D'accord. C'est des bandes podotactiles. OK. Et qu'on sent avec le pied, avec la canne. Et en fait, on en a dans les gares, dans les stations de métro,
pour se diriger, pour aller d'un quai à un autre, vers l'escalier, etc. Et on en a aussi sur les trottoirs pour aller vers le passage protégé. Et quand elles sont bien posées, parce que évidemment il y a toujours des précision exceptions. intéressante ici. Voilà, quand elles sont bien posées, si vous suivez la ligne, vous traversez la route pour atteindre l'autre côté la même ligne en fait. Elles sont vraiment face à face. Et si vous suivez la direction de la ligne, vous allez arriver exactement à l'autre bout du passage piéton sans partir ni trop à gauche ni trop à droite en fait. OK, mais là, je vous écoute, donc il y a certains endroits où c'est pas bien installé. Est-ce que c'est possible? Non, il y a des endroits, bien sûr, il y a des endroits. Les gens qui font la voirie sur la route ne sont pas formés. OK, ouais. Et donc, il y a un panneau à mettre, et on va le mettre sur la ligne guide. Oups. C'est ce genre de choses. C'est un panneau déviation qui est planté en plein milieu de la ligne guide, des trottinettes qui sont mises comme si c'était un parking sur la ligne guide. Ouais. Il y a toujours des problèmes avec les lignes guides. Pour ça, c'est qu'il y a toujours des gens qui vont laisser leurs poubelles sur les lignes guides. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est quelque chose. C'est un manque de sensibilisation. C'est problématique, les trottinettes, hein, Bianca? Ben, ça peut être difficile. Tu sais, ce que je dirais ici, par rapport aux lignes guides, c'est qu'on n'en a pas beaucoup parce que l'hiver, on a l'asphalte plat parce qu'il y a de la neige. Fait que, tu sais, probablement qu'en Europe, il y en a beaucoup plus que... Tu sais, en Amérique, mettons, il y en a dans certaines stations de métro, mais c'est moins... c'est peut-être moins fréquent, tu sais. Puis les trottinettes, ce que je dirais, c'est pas par rapport tant aux lignes guides que par rapport au fait que, c'est pas bruyant, une trottinette, c'est surtout électrique, fait qu'il faut faire attention, contrairement aux voitures, les vélos, les trottinettes, ils sont peut-être moins prévisibles dans leur déplacement. Puis elles sont laissées partout, non? Ça peut... J'imagine peut-être plus en Belgique qu'à Montréal. C'est ça? Jérôme, nous, on a les trottinettes en libre-service, on a les vélos en libre-service aussi. Donc, ils sont n'importe où sur le trottoir. C'est très compliqué parfois. Et comment vous décrivez le métro de Bruxelles? Parce que vous m'avez parlé d'une station de métro, et là, je me rappelle pas où. Les Navilands? Mais vous avez pas ça à Bruxelles, vous? Non, on n'a pas ça à Bruxelles. Enfin, on l'a, mais dans un supermarché. Supermarché, c'est ça. Oui, OK. Voilà, mais vous m'aviez posé la question, qu'est-ce que je voudrais pour que ça s'améliore? Et oui, le système Navilands dans les métros, ça serait fantastique. OK. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? C'est quoi pour les auditeurs? Alors, le système Navilands, c'est un système de QR code spécifique, donc qui ne sont pas reconnaissables par les logiciels de QR code, mais qui sont collés au plafond ou sur le sol ou sur que vous ne les voyez pas forcément en fait, vous passez à côté sans les voir, mais si vous allumez l'application sur votre téléphone, l'application elle va les voir et va pouvoir exactement vous localiser exactement dans le métro. Et c'est génial, c'est-à-dire que vous dites à l'application je veux aller sur tel quai, telle direction, et vous avancez et c'est comme un GPS. Vous allez entendre la voix un peu comme un GPS, mais totalement spécifique. Il n'y a pas besoin de réseau, il n'y a pas besoin. C'est l'application directement qui va le lire. Vous pouvez être en souterrain, c'est pas grave. L'application va juste lire les QR codes et vous dire c'est à gauche, c'est à droite, avancez de 200. Et quand on approche, c'est vous êtes à 20 mètres, vous êtes à 5 mètres, vous êtes à 1 mètre, vous arrivez au quai. Voilà, et ça, s'il pouvait y avoir ça en Belgique, parce qu'il y a certaines stations qui sont immenses. Il y a des stations où on a complexe, 2 ou 3 lignes de on a des trams, on a des métros dans la même station, voire plusieurs métros différents sur le même quai. Ce serait vraiment pour moi la question, si on pouvait améliorer un truc dans Bruxelles, pour moi, ça serait vraiment ça. Ça serait ça. Mais étonnamment, il y en a dans une épicerie. À Bruxelles, vous avez dans une épicerie. Ça, c'est étrange. C'est la marque, je ne sais pas si je peux te dire la marque. Bah oui. C'est Carrefour, en fait, qui a lancé un test dans un très grand supermarché de la région de Bruxelles, et où, en fait, les QR codes sont sur les produits et dans les rayons, et il y en a partout dans le magasin. Et en fait, vous voulez à tel endroit et vous suivez les QR codes, vous dites je veux tel produit, ça va vous amener jusqu'au produit dans le rayon. OK. C'est intéressant. Je serais intéressant de voir au niveau qu'est-ce que ça donne concrètement. Vous ne l'avez pas essayé, Jérôme? Si, j'ai testé j'ai testé pour la RTBF dans le magasin, et alors
Pour l'instant, il n'y a peut-être pas encore assez de QR code sur les produits parce que voilà, vous pouvez pas avoir accès à tous les produits encore, mais c'est en cours parce qu'il faut que ce soit mis sur tous les packaging, donc ça prend du temps. Mais il y a pas mal de marques qui ont loué le jeu pour faire le test et donc vous pouvez aller et puis évidemment après avec l'application, vous voulez des informations. Comme le QR code, c'est le QR code de ce produit-là, vous avez en plus accès à toutes les informations de ce produit. Oui. C'est pas mal, ce principe, c'est pas mal. Ça demande, je dirais que c'est le début. Je pense qu'une fois que ça sera vraiment complètement intégré dans le magasin et qu'on pourra aller dans n'importe quel magasin, parce que pour l'instant, voilà, c'est qu'une seule marque qui fait ça. Ouais. Mais c'est un très bon point de départ. Oui, intéressant. Je ne savais pas que ça avait été fait, ouais. Et Jérôme, tout à l'heure, on a parlé des déplacements, de l'importance de la canne blanche, mais il y a aussi un autre compagnon qui peut transformer la vie d'une personne, c'est le chien guide. Et Bianca, il me semble que c'est la première fois après 3 saisons d'Ivoire Clair. Et là, Ivoire Clair autour du monde. Corrige-moi là, si je me trompe, mais je crois que Jérôme est le premier de nos invités à être accompagné d'un chien guide. Je pense que tu ne te trompes pas, Nathalie. Non, ouais. On n'a jamais parlé. C'est à vous l'honneur de nous en jaser, Jérôme. À quel moment, Jérôme, vous avez décidé d'accueillir un chien guide dans votre vie? J'ai fait la demande il y a plus de 4 ans. Okay. 5 ans bientôt, oui. Comment ça se passe? Au Québec, par exemple, les gens peuvent aller chez Mira, mais aussi dans d'autres écoles. Il y a plusieurs endroits. Puis les gens, ça dépend des modèles, mais des fois, les gens vont aller habiter pendant 3-4 semaines pour choisir. Il y a toute une équipe qui est interdisciplinaire là, qui va travailler, puis ils vont faire le pairage entre les chiens et les participants pour que ce soit la bonne vitesse, la connexion, tout ça. Je connais pas les détails, là, mais je sais que les gens, il y a toute une analyse pour bien faire les matchs. Comment ça fonctionne de votre côté en Belgique? Alors, pour moi donc, quand j'ai su que j'allais partir vivre en Belgique par amour, puisque j'avais fait ma demande en mariage. Donc, les allers-retours, c'est bien beau à un moment, c'est bien beau aussi de se fixer. Ouais. J'ai donc fait ma demande de chien guide parce que je savais justement à force d'être allé à Bruxelles que les pavés c'était compliqué, etc. Ouais. Et je me suis dit si vraiment il y a quelque chose où le chien est un plus par rapport à la canne, c'est dans ce genre de ville où c'est déjà très compliqué avec une canne. Et donc j'ai fait ma demande. Ensuite, donc la demande est validée une fois que vous avez rempli le dossier avec tous les passages dans tous les médecins, que ce soit aussi bien généraliste, ORL, psychologue et compagnie. OK. Une fois que le dossier est accepté, vous avez un rendez-vous à l'école de chien guide pour tester les chiens guides, en fait. Okay. Et aussi tester avec un prof de locomotion quelle est votre technique de canne. Parce que, alors je ne sais pas chez vous, mais ici, vous n'avez pas le droit à avoir un chien guide si vous n'êtes pas confirmé en technique de canne. Oui, bien, ce que je peux vous dire ici, comme je le disais, moi, je ne suis pas spécialiste en orientation mobilité, qui est l'équivalent de l'enseignant en locomotion plutôt du côté France et Belgique. Nous, c'est spécialiste en orientation mobilité. Donc, c'est pas ma profession, mais ce que je sais, c'est que les personnes doivent avoir de très grandes capacités pour se déplacer avec une canne pour avoir un chien guide. La personne doit être active puis doit avoir un bon sens de l'orientation. C'est très important parce qu'après, c'est ça. Oui, on passe moi, la première fois, le premier jour, avant même je suis parti une journée entière à l'école de chien guide de Lille. Et en fait, le matin, ça a été des tests de canne. On m'a donné des parcours. Il fallait que je me débrouille dans une ville que je connaissais pas du tout. Ah oui, ils vous ont mis en milieu inconnu. Voir si j'ai une bonne technique de canne, comment j'utilise ma canne, est-ce que je me repère facilement, parce que c'est des choses dont vous avez besoin avec le chien. Écoutez, le chien, c'est pas un GPS. Le chien, il va suivre vos ordres. Il faut que vous connaissiez votre trajet par cœur. Après, c'est à lui qui vous lui dites à gauche, il ira à gauche. Si vous lui dites de chercher les lignes, il cherchera les passages protégés, mais il va pas prendre de décision à votre place. C'est vous qui dites, donc vous devez vraiment savoir vous véhiculer en canne. Donc là, après, une fois que j'ai fait les tests et qu'on m'a dit que c'était bon, que j'avais le niveau,
Oui. Oui, je disais juste, c'est important de le dire parce que je sais que dans la population, il y a parfois l'idée qu'on entend que c'est le chien qui déplace la personne qui a une déficience visuelle, puis qui connaît le trajet pour aller partout, puis qui connaît les feux de circulation, puis tout ça. Tu sais, c'est important de le dire. Pour ça, c'est pas pour rien qu'il faut des bonnes capacités. On me pose tout le temps la question. On me les pose tout le temps les questions, surtout les enfants. Ouais. Comment il fait pour voir si le feu est vert? Comment il fait pour savoir qu'il a le droit de traverser? C'est trop mignon. Mais oui, c'est une idée reçue, bien sûr, c'est une idée reçue. Non, le chien ne prendra pas de décision. On dit souvent, si vous ne donnez pas d'ordre à votre chien, le chien continuera de tourner autour du bâtiment, ne partira pas du trottoir. Il fera le tour du bâtiment sur le trottoir, mais il ne vous... C'est un peu grossi comme trait, mais voilà, le principe, c'est ça. Le chien va vous mettre en sécurité. Je dis souvent que c'est pas un chien, c'est un chien guide, mais c'est surtout un chien qui me met en sécurité. Grâce à lui, je ne tombe pas. Je dis souvent ça, en fait, dans les formations que je peux faire. Oui. Voilà, il va m'éviter les obstacles, il va m'éviter les trous, il va m'éviter plein de choses. Il va s'arrêter devant les escaliers, les escalators, mais je marche 3 fois plus vite avec lui que je marche avec ma canne. C'est un truc de dingue. Ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. J'ai des étoiles dans les yeux. Ça paraît. C'est un compagnon de vie. C'est quelque chose de tellement beau. La relation entre une personne non-voyante et son chien, à chaque fois, c'est magnifique, je trouve. Ouais. Ah oui, c'est beau. Et justement, pour compléter ce qu'on disait sur comment avoir un chien, une fois qu'on a fait la technique de canne, on va tester les différents types de chiens qui existent pour voir aussi la taille qu'il faut, la force de traction pour la marche à pied, parce qu'il ne faut pas non plus que si la personne a des problèmes par exemple au poignet, il ne faut pas un chien qui tire trop fort. Il faut vraiment trouver une symbiose. Et le maître chien qui s'est occupé d'UNESCO, mon chien guide, il m'avait dit cette phrase qui m'a fait beaucoup rire. Il m'a dit c'est comme un mariage. Il faut trouver le bon chien qui va avec le bon maître. Ouais. Et dans les questions, on vous demande quelle couleur vous préférez. Ils pourront peut-être pas tout faire. Moi, par exemple, j'avais demandé si possible couleur claire parce que je vois mieux le clair que le foncé. Il est plus contrastant. Ils ont pas. Voilà. Et en fait, ils avaient que des couleurs noires. C'est pas grave. Par contre, j'avais demandé un chien très câlin et là-dessus, ils ne se sont pas trompés. C'est comme l'agence de rencontre, là. Ah, mais exactement. Mais vraiment, je l'ai attendu 4 ans parce que quand c'est la première demande, on n'est pas prioritaire. C'est-à-dire, s'il y a un chien qui tombe malade, la personne qui avait son chien qui doit avoir un nouveau chien vous passe devant dans la liste. Ah. Donc, j'ai dû attendre. Normalement, en moyenne, c'est 2 ans pour attendre un chien et entre 2 et 3 ans. Et moi, j'ai attendu 4 ans parce qu'il y a eu des problèmes pour d'autres chiens et les gens sont passés devant moi. Okay. Mais je regrette pas. Je regrette vraiment pas parce qu'UNESCO, il est parfait pour moi, quoi. UNESCO. Beau nom. Jérôme, et depuis votre arrivée en Belgique, vous avez choisi aussi de mettre votre expérience au service des autres. C'est devenu une partie importante de votre vie de faire évoluer les mentalités. Vous vous êtes engagé auprès... Tantôt, Bianca a dit EQLA, qui est un organisme qui accompagne les personnes aveugles, malvoyantes. Quel est votre rôle exactement au sein de ECLA? Alors, en fait, cette association, c'est une association qui est là par et pour les personnes déficientes visuelles. En fait, je suis bénévole. Et en tant que bénévole, je suis bénévole formation, c'est-à-dire que je vais aller dans les entreprises, dans les écoles ou dans l'ORECA, donc les hôtels, les cafés, etc., pour former à l'accueil des personnes déficientes visuelles, pour expliquer ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter de faire avec une personne déficiente visuelle. Et c'est très éclectique parce que, par exemple, je vais avoir des hôtels où là, ça va vraiment être sur l'accueil. Quelles sont les meilleures choses à mettre en place pour quand on a une personne déficiente visuelle qui arrive à l'accueil. Et à côté, je vais pouvoir aller en Belgique, on a les élèves handicapés peuvent rester dans le milieu ordinaire. Ils peuvent rester dans l'école ordinaire, ils ne sont pas obligés d'aller en école spécialisée. Mais pour cela, ils sont aidés par des personnes qui vont adapter les cours, adapter les devoirs, etc. Okay. Et moi, je vais aller avec une formatrice de l'association. Je vais aller à la rencontre des professeurs, à la rencontre même des fois des élèves, pour leur dire, vous voyez, vous avez un petit copain, il voit pas, ou il voit très mal, et on vous demande à vous d'enlever votre casquette dans la classe, mais lui, vous me demandez pourquoi lui, il peut la garder, mais c'est parce que lui,
imaginez que je prends une lumière et que je vous la mets juste devant les yeux. Vous allez voir, vous allez fermer les yeux, ça vous fait mal. Et ben lui, c'est pareil, la lumière, ça lui fait ça. Donc avec la casquette, et ben ça lui évite d'avoir la lumière dans les yeux. Et là, les enfants, ils comprennent. Et en plus, j'arrive avec ma canne, j'arrive avec mon chien, je réponds à leurs questions et ça reste c'est peut-être plus facile que quand un prof fait le cours où, vous voyez, ça passe bien. Je viens, oui, ça passe beaucoup mieux. Les écoles, j'aime bien faire ça. Les écoles, j'aime surtout. Alors, j'adore faire tout ce qui est entreprise et Horeca. Je sais pas pourquoi, mais alors les hôtels, j'adore aller dans les hôtels pour leur expliquer comment. Ça vous ramène à votre ancien emploi, hein? Jérôme, il reste à peine 2 minutes à l'entrevue. Je veux juste qu'on parle de votre blog qui s'appelle Mon œil. Mon œil, le blog d'un malvoyant, oui, c'est un blog que j'ai lancé il y a très longtemps, à l'époque sur une plateforme qui, je sais même plus le nom, je suis même pas sûr qu'elle existe encore. Et puis un jour, j'ai décidé de passer sur Facebook et ça. J'ai un Instagram aussi. Et c'est un blog. Alors, j'en mets beaucoup moins de choses en ce moment parce que j'ai pas mal d'autres activités à côté et que ça prend beaucoup de temps de faire du blog. Mais l'idée, c'était de donner de mon expérience ou de répondre à des questions ou de casser des idées reçues. Ou par exemple, je sais qu'un des posts qui avait vraiment très bien marché, c'est un jour où je sors de la poste et il y a eu un orage en plein milieu que j'étais dans la poste. Et quand je sors de la poste, en fait, le ciel était tellement sombre que d'un coup, je ne voyais plus rien. Et j'ai pris une photo et je l'ai mis sur le blog en disant vous voyez peut-être quelque chose, moi je ne vois plus rien. Pour que les gens se rendent compte que vous voyez encore quelque chose parce que la luminosité elle est faible, mais vous voyez quand même quelque chose. Moi c'est fini, je vois vraiment plus rien. C'était une façon aussi de de prêcher la bonne parole. Mais vous êtes présent beaucoup, on termine là-dessus, vous êtes présent sur les réseaux sociaux, les gens peuvent aller vous voir, peuvent aller vous écouter. Oui, sur Facebook, Instagram. Je joue beaucoup moins sur scène maintenant, mais je continue d'écrire. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Je fais... j'essaye de faire beaucoup de choses. J'écris beaucoup pour faire connaître des textes. Je travaille sur plein de choses. J'essaye vraiment. J'ai même fait une publicité pour la malvoyance pour essayer de faire comprendre ce que c'était que la malvoyance. J'essaye autant que possible comme vous faites avec votre émission Exactement. de faire des bonnes choses. Exactement. Jérôme, un immense merci d'avoir pris le temps de partager votre parcours avec nous. Merci pour votre générosité, votre authenticité. Ce fut vraiment un véritable plaisir de vous recevoir. Bianca, merci encore une fois pour ton précieux éclairage et ton expertise. Et un merci tout spécial à notre metteur en scène aujourd'hui. Metteur en scène. Metteur en ondes. On est dans le théâtre aujourd'hui. Patrick Favreau pour la mise en onde. Je suis Nathalie Barrette. Et moi, Bianca Lucier. Et merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt. Merci, Jérôme Goyer. Au revoir.